Voilà, c'est la 11e édition de Trafic qui commence. Merci d'être fidèle à cette émission et merci de faire un triomphe à Jane Birkin, Lenny Kravitz et Corneille. Vous retrouverez dans le show Vincent Delerme, Prince, Alicia Keys, Francis Cabrel, bref, des tas d'artistes qui sont au rendez-vous de l'émission que vous préférez. Générique, c'est parti. Voilà le plateau de Trafic, le dernier album de Lenny Kravitz qui s'appelle Baptisme. Lenny qui est ici, merci de lui faire encore une fois un triomphe. Le premier titre de la soirée s'appelle Where Are We Running? Lenny Kravitz. Lenny. Voilà, Lenny Kravitz qui nous rejoint, donc voilà. Ça va, Lenny? Oui. L'album de Lenny s'appelle Baptiste. C'est une sorte de rock autobiographique, car à la fois, vous retrouverez toute la tradition qui fait le succès de Lenny en France et un peu partout dans le monde depuis des années, mais il y a aussi beaucoup d'histoires qu'il raconte et que l'on ne connaissait pas, qui concernent justement son enfance. Alors, les deux premiers titres, le premier, c'est « Je suis le ministre du rock'n'roll » et le deuxième, c'est « Je ne veux pas être une star », ce qui est un peu contradictoire. Of course. Vous pouvez applaudir le ministre du rock'n'roll, parce que... Ça manque dans tous les gouvernements. Pardon? Je dis ça manque dans tous les gouvernements des ministres du rock'n'roll. Ah, well, you know, Ouais. I'm here now. Mais maintenant, je suis là, c'est bon. Well, you know, it's like Vous savez, there are contradictions. il And y I a mean, des contradictions. When you talk about, I don't want to be a star. Quand je dis je ne veux pas That's être not une saying that I star, don't cela ne veut pas enjoy my dire life que and I je don't n'aime love pas my life. ma God has vie. blessed me with a Non, Dieu beautiful m'a life.
Elle m'a béni, j'ai une vie incroyable, mais certains jours, parfois, ça manque un peu d'être un anonyme, pouvoir aller au café, tout simplement se balader et être une personne normale. Donc cette chanson a été écrite un jour où je ressentais cela, mais j'adore ma vie. Est-ce que c'est vrai que vous avez participé à une chorale avec Zubin Mehta, le grand chef d'orchestre en Californie, quand vous avez quitté New York pour la Californie? Yes, I moved out to Oui, California je when I was suis arrivé en 11, Californie quand j'avais 11 ans. and my mother was Ma doing her mère best to keep me faisait off tout ce the qu'elle streets. pouvait pour m'éviter d'être dans la rue, donc j'ai passé une audition pour cette chorale, j'ai pu m'entraîner, j'ai pu intégrer ce qu'ils appellent le chœur des concerts, j'ai pu travailler avec le Philharmonique de Los Angeles, j'ai enregistré des disques, on a vraiment fait des choses impressionnantes, des choses qui donnent de l'expérience, qui m'ont appris énormément de choses sur la musique. Et je crois que je ne serais pas ici aujourd'hui si je n'avais pas pu bénéficier de cette expérience. Est-ce que vous êtes sensible, Lenny, à tout ce qui se passe aujourd'hui avec Internet, la crise du disque? Les artistes sont divisés. Il y en a qui disent c'est pas grave si on télécharge, d'autres qui disent attention, si on continue à télécharger, il y aura plus de musique dans peu de temps. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Well, it's true. I mean, Oui, c'est vrai. people have a funny perspective. Il y a on des points de vue downloading différents sur because I hear a lot télécharger of de la musique. People that download say, well, Les personnes qui who cares? téléchargent They disent have peu lots of importe, money. ils ont plein d'argent ces A gens-là. store might have lots of money. Oui, a restaurant peut-être might have un lots of restaurant money, peut avoir but you have énormément to pay d'argent, to eat. mais You have to vous, pay to quand go même buy vous allez a piece of payer clothing. pour manger, ou And quand vous music allez dans is un magasin, something vous payez pour that, vos vêtements. costs money C'est to quelque make. chose qui coûte de l'argent, faire de Not la only- musique. I mean, thank God I'm not worried about money. Heureusement, je but n'ai pas de problème there's d'argent. people Mais that il y a quand I même work with, des personnes avec down qui je to the travaille, engineers, que ce the soit people, les the ingénieurs, technicians, les people that- techniciens, that, clean the studio, les personnes that run qui the studio, the people lavent that le rent studio, the space. ceux qui There's s'occupent a- de there's a l'espace. long Eh line bien, of il people y a that toute une série de personnes qui vont y perdre if you're not paid, si you know, la so, musique n'est pas payée. it's a Donc very je crois que tough c'est vraiment issue, un but I problème mean, majeur. Lenny qui nous accompagne pour tout le début de cette émission. Vous allez découvrir donc ce sujet sur la crise de l'industrie musicale. Ce qui est important, c'est d'avoir, ou plutôt de voir les choses en face. C'est un sujet qui est réalisé par Laurent Tessier. Regardez. L'industrie du disque est en crise. Les ventes ont baissé de 15% l'an dernier en France. Le CD semble en bout de course et pourtant on n'a jamais consommé autant de musique en concert ou sur Internet. Ah, Internet, parlons-en. Les pirates sont depuis longtemps montrés du doigt. Un disque sur 3 vendu dans le monde serait piraté. Une pratique qui confine au phénomène de société et contre laquelle s'élèvent aujourd'hui les responsables d'une industrie menacée. Qui se fait du blé avec cette affaire de piratage? Qui se fait du blé? C'est certainement pas les gamins qui téléchargent, puisqu'ils payent leur abonnement à Internet, ils payent leur ordinateur qui change tous les ans à peu près, parce que soit il y en a un qui est plus joli, soit leur disque dur est virusé, parce qu'ils ont fait un téléchargement illégal, et derrière il y en a qui prennent du blé. Mais les maisons de disques et les artistes, rien évidemment. Chihuahua. Je crois que l'industrie du disque en France, pour un an, son chiffre d'affaires est égal à 2 ou 3 jours de France Télécom. Chiffre d'affaires France Télécom, donc on est des nains à côté de ces gens-là, ils se battent avec d'autres armes que les nôtres. L'industrie aurait donc trouvé plus fort qu'elle, mais elle encaisse aussi le contre-coup d'une période euphorique après avoir vécu l'âge d'or dans les années 80 avec l'avènement du CD. On se souvient encore de la somme record de plus de 100 millions d'euros consentie il y a 2 ans au chanteur Robbie Williams par la major EMI. Difficile d'imaginer telle dépense aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'excès sur le marketing, beaucoup d'excès sur de l'argent très facile, beaucoup d'excès sur des artistes très faciles. Et comme dans toute période d'euphorie, on n'anticipe pas la casse. L'industrie du disque a souvent confondu artistes et produits, et la toute-puissance de certaines majors a pu être prise par certains pour de l'arrogance. Moi j'en ai assez de voir des logos avec des planètes et des logos avec des noms de sociétés. On ne peut pas tourner de la merde en or, hein. On ne peut pas essayer de forcer les gens à acheter, ça, c'est ça le marketing. Et il y a un rejet de marketing évident aujourd'hui. Les vedettes issues de la télé-réalité ont dans un premier temps boosté le marché du disque et attiré les gens dans les magasins. Mais les ventes de ces artistes à durée de vie plus ou moins limitée ont aussi nui à la diversité musicale et affaibli l'image de toute une industrie. Ça n'a pas aidé forcément au développement d'autres artistes qui peut-être auraient été plus solides à la même période. Mais je ne crois pas que le problème il est dans la télé-réalité. Avant, il y avait Guy Lux et Claude François. Franchement, moi, je ne suis pas nostalgique. Nos métiers ont tiré et continuent de tirer clairement par le bas. Le talent, ça a un prix
Et on a démontré que le talent n'avait plus de prix, puisque tout le monde pouvait avoir du talent. Les médias, à commencer par les télévisions, jouent aussi un jeu dangereux avec la production discographique. Outre le simple partenariat, certaines chaînes de télévision en arrivent aujourd'hui à produire eux-mêmes de la musique. Ce sont des groupes de médias qui se retrouvent à produire des disques, à éditer des disques, même à faire tourner des spectacles. Donc on commence à voir un pourcentage hallucinant d'artistes produits par ces gens-là, diffusés par ces gens-là, évidemment moins de place pour le reste. Donc c'est juste totalement scandaleux, quoi. C'est un fléau terrible qui s'appelle producteur-diffuseur et qui, à mon sens, ne peut pas durer et est à proscrire absolument, quoi. Et c'est difficile pour nous indépendants, et même pour n'importe quelle maison de disques, que de signer quelqu'un d'inconnu, parce que pour l'exposer, au niveau média, c'est pas évident. Il y a des détails qui trompent pas. Je crois qu'il y a une... Certains artistes comme Benabar ou Thomas Fersen ont en effet eu besoin de temps pour s'installer. Ce sont aujourd'hui de solides vendeurs de disques. Je n'ai que deux pieds, franchement désolé. Il a fallu quand même se tromper beaucoup, il a fallu des échecs, il a fallu plein de choses pour arriver à un catalogue qui aujourd'hui a de la gueule, quoi. À l'entrée du zoo, tu sais, j'attends des jumeaux. Le label Tôt ou Tard compte aussi en ses rangs un certain Vincent Delerme dont le premier album s'était écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Et ta mère, elle est au courant. Ça, c'est des genres de... Un des intérêts de notre profession, c'est que 300 000 albums, ça peut arriver à des petits comme nous, et puis à des gros. Sauf que les gros, 300 000 albums, il leur en faut 15 ou 20 comme ça pour arriver à avoir un équilibre financier. Alors que nous, un comme ça, on tient 1 an et demi, donc c'est formidable, quoi. Ah bon? Et c'est là où l'artisanat permet des libertés bien plus grandes que la contrainte de la rentabilité immédiate, quoi. C'est évident. Revoir le modèle économique de l'industrie du disque, rationaliser les dépenses et continuer le développement d'artistes, tel est le difficile pari que doivent aujourd'hui tenir les maisons de disques. Une réforme nécessaire en attendant un coup de pouce attendu du côté du gouvernement, la baisse de la TVA sur le disque. Je trouve ça scandaleux qu'on considère le CD comme un produit de luxe. C'est quand même incroyable que donc un livre de cul, la TVA soit à 6% et un CD, la TVA soit à 19%. Ça fait 10 ans que c'est inscrit dans le programme du président de la République et de ses premiers ministres successifs et que finalement ça n'arrive jamais. Donc sans doute que les gens qui font de la musique ont moins d'intérêt pour les gouvernements successifs que les gens qui vendent de la bibine. Voilà les artistes comme Vincent Delerme que vous retrouverez bien évidemment tout à l'heure. Lenny est avec nous et son guitariste que vous pouvez applaudir qui est Craig Ross. Lenny, dans une des chansons qu'on va entendre tout à l'heure, qui s'appelle California, tout à l'heure on disait rock, autobiographie, vous racontez au fond quand vous êtes arrivé en Californie, la rencontre aussi musique, c'est-à-dire Led Zepp, les Beatles, les Stones, Kiss, Aerosmith. Ça s'est passé comment? Il y avait effectivement la fille avec les cheveux purple? I moved to LA. Donc je suis allé à Los Angeles et j'ai rencontré plein de personnes, des jolies petites filles, des surfeurs, des skateurs, qui écoutaient Led Zeppelin. C'était vraiment très nouveau tout ça pour moi. Moi j'écoutais du R&B à New York, du jazz. Donc vraiment déménager en Californie, ça m'a ouvert l'esprit à tout ce nouveau rock'n'roll. Je me suis mis à la guitare électrique. Voilà comment ça s'est passé. Ça caractérise bien évidemment la musique de Lenny. Vous allez entendre avec Greg donc, un titre du premier album qu'on va présenter immédiatement sur le plateau de Trafic qui s'appelle Let Love Rule. C'est Lenny Kravitz et son guitariste. Merci. Yes. Transcends all space and time. And love can make a little child smile. Can't you see? This won't go
Come on, love. Yeah, yeah, yeah. Let love rule. Bravo! Let Love Rule. Lenny Kravitz sur le plateau de Trafic avec Craig Ross. Vous pouvez y aller, allez. Tapez. Je vais écrire la guitare. Oh, thank you. Voilà. For you. Voilà. Il y a une chanson où vous parlez, vous évoquez Mick Jagger et Bob Dylan. On sait que vous avez travaillé avec Jagger sur son album. Vous parlez d'une rencontre avec Dylan et en même temps vous dites finalement ce métier c'est fantastique, on rencontre des gens extraordinaires, mais moi de temps en temps j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être seul pour composer, pour être tranquille. It's a balance, you know. Il faut que les choses soient équilibrées. Je suis Gémeaux, je suis un artiste, je suis un peu un psychopathe, disons les choses comme elles sont, je suis schizophrène. Une minute je veux telle chose, l'autre minute je veux autre chose. Donc je joue un peu entre les deux. C'est comme ça que je trouve l'équilibre dans ma vie. Il y a des époques où je vais aux Bahamas et je prends même pas de chaussures, je prends juste un pantalon et je reste là-bas pendant des mois. Et il y a d'autres fois où je prends le jet avec des tonnes de bagages, je vais partout, je change tout le temps et je vis cette vie-là. Donc, de temps en temps, c'est bien de changer. On va accueillir un jeune artiste à qui la France est en train de faire un triomphe, Lenny, qui est juste là, d'ailleurs, avec ses musiciens, qui s'appelle Corneille. Et l'album est un double album, d'ailleurs, parce qu'on vient de loin. Corneille est sur le plateau de Trafic. Moi, je vais enlever la guitare parce qu'autrement, je vais avoir l'air totalement ridicule. Donc, Lenny, tu reprends ta guitare, voilà. Merci d'accueillir Corneille chaleureusement. Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser, tu sais. Nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passé nous laisse vides et incertains. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. Quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain à rien? Alors on vit chaque jour comme le dernier. Padapapa. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Padapapa. Combien de fois la fin du monde nous a frôlés? Oh, alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Et quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça, oh, oh, jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. L'air est trop lourd quand on ne vit que de prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Padapapa. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Padapapa. Combien de fois la fin du monde nous a frôlés? Oh, alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire.
feriez pareil si seulement vous saviez. Padam papa, combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin, chaque jour comme le dernier. Padam papa, et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Padam papa, combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Corneille. Corneille, Lenny, Craig, Corneille. Venez, venez. Demande à ton guitariste de venir, de lui de venir. Andy. Oui, une voix extraordinaire. Alors, l'histoire de Corneille est une histoire au départ un peu dramatique parce que il l'a beaucoup raconté, donc on ne va pas reparler de ça ce soir, mais c'est vrai que toute sa famille a été massacrée au Rwanda. Il a entamé une carrière. Vous dites souvent, Corneille, soul Molière, c'est-à-dire à la fois la musique que vous aimez, celle de Stevie Wonder, de Marvin Gaye, et puis en même temps l'envie de parler français, d'écrire en français. Je l'appelle comme ça parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire de la soul en français comme on l'a fait en anglais. Ouais. Et à partir du moment où j'ai compris que la langue française devait me guider et peut-être me donner de nouvelles directions quant à la manière de faire dans la musique soul, je l'ai compris très vite et je me suis accroché à la langue plutôt que l'inverse. Et alors ça commence comment? Parce que là j'ai une émission de musique. Ça commence au piano. Comment? Ça dépend. Il y a un morceau comme Qu'est-ce que tu te fais sur l'album que j'ai composé parce que je suis tombé sur des accords au hasard à la guitare. Il y a des vieux morceaux qui sont venus en pianotant un petit peu, mais la plupart du temps, je vois les accords, je pense aux accords. Un accord, c'est 3 notes, donc je les ai, je compose comme ça. Et vous, quand vous composez, Lenny, ça commence par quoi? Je commence généralement avec la batterie. J'ai déjà écrit la chanson. Piano, peut-être que je l'ai dans la tête tout simplement. Donc d'abord la batterie. Ça c'est comme Stevie Wonder. Stevie Wonder faisait ça aussi. En fait, Stevie Wonder a une influence incroyable en ce qui concerne ma façon de jouer la batterie. Les personnes oublient un peu Stevie Wonder. Ils ne pensent qu'à lui en tant que chanteur, mais il pouvait jouer de n'importe quel instrument. Et c'était un excellent artiste à la batterie. Et donc, c'est vraiment ces gens-là qui m'inspirent. Prince et donc, je m'inspire comme ça. C'est comme faire une peinture. Je vais peut-être m'adresser à Lenny Kravitz directement. I just wanted to salute your ability to... Je voulais juste te féliciter car tu joues de tous les instruments. Tu es bon dans tous ces instruments. Tu as cette capacité de te concentrer sur la mélodie, car pour moi, le talent est vraiment dans la mélodie. Et c'est la raison pour laquelle je respecte des gens tels que toi ou Prince, qui sont des musiciens extraordinaires, mais surtout qui ont la capacité d'être auteurs-compositeurs, de composer des mélodies simples mais efficaces. La mélodie, c'est tout. On peut jouer avec de la batterie, plusieurs instruments. Je me souviens, les gens qui croyaient être les meilleurs musiciens car ils pouvaient jouer 1000 notes. Et pourtant, ce n'est pas vraiment les personnes qui pouvaient groover. Voilà, la mélodie, c'est important. La meilleure musique du monde, que ce soit Bob Marley ou du John Lennon ou du Stevie Wonder ou du Marvin Gaye,
c'est le caractère simple. Le génie réside dans la simplicité. Alors l'album de Lenny Kravitz, d'abord la tournée commence le 31 mai. Et puis Bercy, donc tout le monde va voir non seulement Lenny, mais tous les musiciens qui l'accompagnent, comme Greg, le 8 juin, je crois, à Bercy, si je ne me trompe pas. Ça, c'est pour la tournée. Alors maintenant, donc là, c'est un double CD. Hein, c'est-à-dire qu'il y a... C'est une réédition, en fait. Voilà, c'est une réédition. On en a beaucoup parlé, nominé aux Victoires de la musique, un succès fantastique, beaucoup d'émissions de télévision. Les projets, c'est quoi? C'est de tourner cet été? Ouais, c'est de tourner. Je pense que c'est la récompense de tout artiste. Je pense que c'est l'endroit où on vit vraiment son art, c'est sur scène. Alors, il y a quelques années maintenant, vous savez que Francis Cabrel avait sorti un disque d'hommage au blues qui s'appelait Hors Saison. Le dernier s'appelle Les Beaux Dégâts. C'est un disque qui est très personnel, avec en même temps un hommage à la musique qu'il aime, lui aussi, qui est beaucoup à base de guitare. Et dans Les Beaux Dégâts, il y a une adaptation, d'ailleurs on va commencer par parler de ça avec lui, d'un titre de Bob Dylan. C'est un magnifique album de Cabrel. Les albums de Cabrel sont rares, tout le monde le sait, d'où l'intérêt de se précipiter sur celui-ci. Donc Francis Cabrel, rencontré il y a quelques jours dans un hôtel parisien. Francis, la dernière fois que nous nous étions vus, c'était pour un album qui était un hommage tout à fait personnel au blues. Là, c'est le nouveau qui s'appelle Les Beaux Dégâts. On change totalement de registre. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui sont un peu de critique sociale et puis d'autres qui sont des chansons d'amour. Alors parlons d'abord du titre Les Beaux Dégâts. Ça veut dire quoi? Ça peut ne vouloir rien dire, c'est aussi ce qui me plaît. Il y a une part de mystère dans cet enchaînement de mots là. Mais il y a quand même un sens, parce qu'on a tous vécu, là, tous les musiciens de cet album et moi, bon, on a traversé, on a tous la cinquantaine, et on est très contents d'être arrivés là en bonne santé. Et derrière nous, on a dû laisser tout un tas d'histoires, des biens, des pas biens, des gens, des situations. Ça finit par faire des dégâts. Et par là, alors on plonge dans l'album, c'est parti. On y va? Attention. À l'ancienne. Tout le monde voit bien que sans toi, je dérive au diesel. T'as les clés de tout, de la tour Eiffel. C'est de là-haut que tu colores l'arc-en-ciel. C'est pour ça que je t'appelle Bonne Nouvelle. Ça rappelle un peu des rythmes qui sont assez classiques de ce que vous faites depuis longtemps. Et c'est une chanson tonique. J'aime bien ces chansons de scène en fait. Avec les guitares, avec beaucoup de guitares. Effectivement, c'est toutes mes influences de Gigi Cale, Dire Straits. Tout ça a toujours été assumé chez vous? Ah ouais, moi j'ai toujours beaucoup écouté, j'ai toujours dit. D'ailleurs, sur le premier titre des Faussaires, on m'a prêté une guitare fabriquée par le luthier de Mark Knopfler. Ouais. Donc j'ai fait un chorus à la fin des Faussaires avec un son qui est quasiment un des sons qu'on entend sur les albums. Enfin, relativement, avec ma façon de jouer à moi qui est très très maladroite, mais c'est pour dire à quel point j'aime ces gens-là. Quand vous écrivez, c'est que vous écrivez d'un côté, la guitare n'est pas loin, elle est exactement comme ici, là maintenant, ouais. ou vous écrivez tout seul dans un coin, puis tout d'un coup la musique, il va falloir s'y mettre. Comment ça se passe en fait? Non, je pars toujours sur une musique, donc je n'écris pas jamais de texte dans le vide. J'ai ma guitare qui est là. Alors par exemple, qu'est-ce que je peux raconter là-dessus? Alors pendant des semaines, je suis là. Ça, c'est la partie yaourt, comme on dit. Exactement. Onomatopée. Et puis au bout d'un certain temps, je trouve, je sais pas, Bonne Nouvelle. Alors pourquoi Bonne Nouvelle, j'en sais rien. Ouais. Et puis 2 ou 3 anges autour, toujours en sentinelle. Des papillons aux ailes lourdes de cannelle. Puis après, je déroule le fil et puis ça finit par faire des couplets, des refrains. Il y a une chose qui m'a beaucoup plu sur la troisième à propos de Qu'est-ce que t'en dis, qui est donc le titre de la chanson, c'est qu'à un moment, on a l'impression que les mots sont utilisés comme un riff. C'est-à-dire la rime, justement, Qu'est-ce que t'en dis, elle est utilisée pas tellement pour... Enfin, bon, évidemment, c'est une apostrophe à une compagne, c'est une chanson d'amour, mais en même temps, c'est utilisé musicalement. Pendant des mois, je me suis trouvé avec ce truc, ça faisait... Qu'est-ce que t'en dis? Mais qu'est-ce que t'en dis quoi? Qu'est-ce que t'en dis de quoi? Pourquoi? Ça vient d'où? C'est qui? Et ça durait des semaines et des semaines. Ouais. Et puis après, j'ai construit mon truc. Nos pas dans les mêmes empreintes, vers les mêmes lendemains.
nos habits sur les mêmes cintres, qu'est-ce que t'en dis? Il y a une chanson qui s'appelle Télécaster. Est-ce que ça rappelle aussi le moment où vous étiez un musicien de bal, c'est-à-dire ce mélange? Oui. Je suis très content d'avoir fait 8 ans ou 9 d'un chanteur de bal, avec toutes les galères que ça représente. Et en chantant un jour Sardou, le lendemain Cream ou John Mayall, voire les deux le même soir. Ah ben au même programme, il y avait La maladie d'amour de Michel Sardou, puis après il y avait Wall Lotta Love de Led Zeppelin, et puis ainsi de suite, quoi. Donc il y en a que j'assumais plus. J'étais plus branché sur Led Zepp, c'est vrai, ou Jimi Hendrix qu'on faisait, que les petits pains au chocolat, que j'adore toujours aujourd'hui, mais rétrospectivement à l'époque, j'assumais pas la chanson française. Je trouvais que le contenu, c'était quand même un peu... Bon, ça me correspondait pas. Ouais. C'est pour ça peut-être que j'ai essayé d'en faire moi-même plus tard. Ouais, on va écouter un peu justement de Télécaster. Je rêvais d'aventure, d'emprunter la voiture de mon père, d'aller traîner dans les bars sur le modèle Rockstar Angleterre. Je rêvais de traverser la Manche, accroché aux hanches de ma Télécaster. C'est l'histoire du musicien que vous avez été jeune, mais c'est aussi l'histoire de toute une génération qui finalement ils étaient coincés entre la musique qui venait de Grande-Bretagne, des États-Unis qu'on adorait tous, et en même temps la nécessité de s'exprimer en français et d'assumer une tradition qui n'était pas celle-là. Il y en a beaucoup qui chantaient en anglais justement parce qu'ils trouvaient que le son français ne collait pas à cette musique, c'était impossible d'y arriver, de faire swinger relativement des textes. Alors donc, je sais pas, je pense à Little Bob par exemple, qui a fait sa carrière en anglais. Il y a eu tout de suite cette fusion quand même, quand vous avez commencé à faire une carrière professionnelle en dehors des bals, qui était de s'imposer en français et de ne pas perdre de temps à... Oui, parce qu'après avoir connu les gens comme Dylan, Hendrix... ou Rory Gallagher, enfin tous mes héros de l'époque. Je commençais à avoir 18-19 ans, je me dis mais qui chante en français et pourquoi n'en ai-je jamais écouté? Donc voilà, je suis tombé sur Brel, Brassens, donc ça m'a ébloui et puis j'ai décidé de tenter le mariage. J'espérais qu'il reste une place de libre, une heure de gloire, quelque part entre Hendrix et Mozart. Francis, est-ce qu'il y a vraiment une place pour la musique populaire d'aujourd'hui, quelque part entre Hendrix et Mozart, justement? Ben là, c'était un peu ironique, il y a vachement de place entre Hendrix et Mozart, mais je pense que ce sont deux personnages qui ont complètement donné leur vie à l'art qu'ils avaient décidé de servir. C'est pas des tranquilles, hein? Non, c'est tout. Moi, dans mon parcours, c'est peut-être d'être un peu trop mesuré. Ouais. Quand je vois comment ces gens-là ont traversé l'existence en jouant tout sur les extrêmes. Ouais. Oui, ça, c'est pas votre nature. Non, c'est pas ma nature. Ça, on le saurait. C'est-à-dire que ma vie est trop rangée, je suis trop, je sais pas, moi, trop calme, trop placide. Je vais pas faire des expériences, je sais pas, totales ou extrêmes dans je ne sais quel... dans la drogue ou autre truc, je sais pas, les grands jazzmen aussi, comme Miles Davis, m'impressionnent beaucoup. Et puis il y a surtout sur l'album quelque chose qui est très touchant, c'est un hommage à celui qui est un peu votre héros, c'est Bob Dylan. Alors c'est une chanson qui s'appelle Shelter from the Storm. Je crois que c'est un album de 75, si ma mémoire est bonne. À peu près, ouais, qui s'appelait Blood on the Tracks. Ouais. Il venait de quitter sa femme d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il était très triste. Ah ouais? Ouais. En tout cas, c'est l'album de la résurrection. Tout le monde a pensé que c'était l'album sublime de Dylan. Et c'est vrai qu'il y a des chansons qui restent dans l'histoire, qui fait toujours sur scène. Bon, il y avait celle-ci qui me hantait depuis, parce que cette image, justement, Come in, she said, entrez et venez. I will give you a shelter from the storm. Et ça, je trouve ça... Il y a tellement de... Il y a tellement de puissance, presque cinématographique dans ce peu de mots, que je m'étais toujours dit, si je trouve la bonne traduction, la phrase qui revient à chaque fin de strophe comme une espèce de refrain, mais il n'y a pas de refrain, c'est juste la phrase qui fait office de refrain. Si je trouve la bonne traduction, je ferai le texte. Une pâle lueur tombait d'une pâle fenêtre. J'avais les yeux d'une couleur facile à reconnaître, celle de ces wagons éteints sur les voies de garage. Entrez, dit-elle, et venez vous abriter de l'orage. Vous êtes un
chanteur ultra populaire, mais en même temps, beaucoup de gens ont toujours souligné la qualité poétique simple, mais poétique de ce que vous écrivez. Ça vous touche, ça, quand même? Oui, ça me touche, d'autant que c'est mon souci principal, quand même. C'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'on pense que je vais finir un jour par être un bon guitariste, par exemple. Enfin, c'est aussi mon ambition, mais c'est surtout quand même le côté écriture, texte, qui me prend du temps. Si j'ai pris presque un an pour écrire ces chansons, c'est parce que j'ai pris 10 mois à peu près pour seulement les textes. Et les musiques étaient faites donc beaucoup plus vite, existaient déjà. Non, mon souci principal, c'est celui-là, effectivement. Ouais. Merci en tout cas. Les beaux dégâts, ils sont limités, je tiens à vous le dire. L'album est formidable. Merci. Merci, Francis. Voilà Les Beaux Dégâts, l'album de Francis Cabrel. Merci pour lui. Il n'est pas là. Alors, nous allons faire de la distribution. Lenny, ça, c'est l'album de Corneille. Mon cher Corneille, ça, c'est l'album donc de Lenny. On va parler un petit peu des influences, mais en parler en musique, à la manière de Trafic. Présentez votre guitariste. Bien sûr. On travaille ensemble depuis 1 an déjà. Andy DeColis. Ça va, Andy? Ça va, merci, et vous? Alors, tout à l'heure, Lenny disait que quand il était jeune en Californie, après avoir quitté New York, il a été dans des chorales, il a chanté du gospel avec des grands chefs d'orchestre, et c'est un peu cette ambiance-là qu'on va retrouver. Hein. Oh oui, bien sûr. Moi, j'adore Sam Cooke. Ouais. Je suis un grand fan de Sam Cooke, donc une chanson qui veut dire énormément pour moi, donc on va essayer de... Voilà, on va y aller. This time
See, this time I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change's gonna come. Oh, yes it will. Corneille! Merci. Merci beaucoup. Andy the coolest. Lenny. C'est magnifique, Oui, non? c'est magnifique. Manière de faire de la musique. Est-ce qu'il y a une chanson qui n'est pas une chanson de vous, mais à laquelle vous pensez tout le temps? On parlait de Sam Cooke tout à l'heure avec Corneille. Est-ce qu'il y a une chanson, je ne sais pas, ou un titre d'Hendrix ou une chanson du blues qui revient tout le temps comme ça? When you bring up Quand Hendrix, vous me parlez d'Hendrix, Hendrix didn't get a lot of credit. on ne parlait pas du caractère soul de Hendrix, on parlait de sa façon de jouer de la guitare, on parlait de son attitude, son expérience rock'n'roll, et bien sûr c'était le meilleur dans ça. Mais c'était surtout un musicien noir qui avait une âme profonde. Et si on écoute Have You Been to Electric Ladyland, c'est extraordinaire. Oubliez la guitare, écoutez-le chanter, c'est plein d'âme, ça a un sens. Et sa sœur est en train de produire un disque sur lui, et je crois que c'est vraiment une chanson qui revient souvent pour moi. Et des chansons de Stevie Wonder, Innervisions. C'est la première chanson qui vraiment m'a fait diviser les choses. Et c'est vraiment une chanson qui m'accompagne. Tout à l'heure, justement, on parlait de blues. Vous savez qu'il y a toute une série de films qui sont sortis, qui sont produits à la fois d'un côté par Martin Scorsese et par Wim Wenders, et puis avec de très nombreux metteurs en scène, justement, qui retracent les origines du blues. Et ces films, maintenant, sont des documents, parce que c'est à la fois de la recomposition, de la fiction, mais des images d'archives. Et cette route du blues, elle vous est... Et bon, on la reprend avec Frédéric Lecomte. Regardez. Dans le cadre de la célébration du centenaire du blues, l'Amérique a décidé de frapper haut et fort, rendant un hommage solennel et national, certes tardif, à un idiome essentiel longtemps qualifié de musique de nègre ou de musique du diable. L'occasion pour des monstres sacrés tels B.B. King, Roscoe Gordon et Ike Turner de transcender leurs racines sous la houlette de Martin Scorsese, qui a demandé aux plus grands cinéastes contemporains de réaliser des documentaires à la gloire des 12 mesures. Martin Scorsese, bien sûr, mais aussi Clint Eastwood, Richard Pierce et Robert Kenner, Mark Levin, Mike Figgins, Charles Burnett ou encore Wim Wenders, qui nous révèlent les premières difficultés auxquelles il a dû faire face. J'ai d'abord choisi la musique, c'est-à-dire j'ai d'abord choisi les morceaux, parce que je voulais que la musique parle avant tout. Et puis, évidemment, on s'est mis à la recherche pour constater que dans les cas de Blind Willie Johnson, il n'y avait rien. Il y avait ces enregistrements des années 20, mais à part de ça, il n'y avait même pas une seule photo. On ne connaissait même pas sa gueule. Impossible de trouver une simple photo. Et c'est quand même le XXe siècle. Il avait beaucoup de succès dans les années 20 avec ses disques. Personne n'avait pris une photo de lui. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je devais produire mes propres documents pour parler de ces musiciens. On les a tournés avec des moyens de l'époque, on les a tournés avec une caméra à manivelle, caméra française d'ailleurs, une Debris Parvo, qui datait de 24. Une vraie caméra à manivelle, et il fallait chanter, dans notre cas le blues, pour rester dans le rythme. My name is J-Bill O'Neill. That's the way my song goes. Mais à force de travail et d'acharnement, Wim Wenders, tout comme ses acolytes, a réussi à dénicher d'incroyables documents d'archives rarissimes, comme ce film révélant J.B. Lenoir au milieu des années 60, tourné à l'époque par un jeune couple d'étudiants. Everything must be done. Steve down on the county phone. Sleeping here behind the wall and be
treat you just like a dog, just make me wanna go. Ça raconte vraiment l'autre côté de la médaille d'Amérique. L'Amérique, quand j'étais jeune, c'était des gratte-ciel, c'était des pin-ups, c'était des grandes voitures, mais c'était aussi le blues, et c'était clairement le contraire de l'image américaine qu'on recevait dans les autres médias. Et je savais tout de suite que c'était aussi vrai, ou peut-être plus vrai que le reste, et que c'était des voix authentiques, et que dans cette musique, il y avait une autre urgence et une autre existence. C'était existentiel plutôt. Bluesman légendaire, Sonny Boy Williamson a connu un second souffle en Angleterre lorsqu'il se fit accompagner par les Yardbirds d'Eric Clapton ou encore Jimmy Page, futur guitar hero de Led Zeppelin. If you don't be mighty careful, the devil gonna get you one day. Dans les années 60, un bluesman n'a plus pu gagner sa vie avec sa musique aux États-Unis. Le blues n'existerait plus sans cette génération des jeunes musiciens anglais, surtout, qui ont repris ce country blues américain acoustique et qui l'ont repris, ont joué, ils l'ont électrifié et ils ont transformé dans une autre musique. Exemple typique, Eric Clapton qui, au sein du groupe Cream, propulse en dimension triphasée le mythique Crossroad Blues de Robert Johnson. Quant à sœur Rosetta, elle a une révélation particulièrement électrique de la liturgie, comme en témoignent ses prêches dominicaux. Plus de 100 ans après son avènement, le blues est toujours vivant et ses arrière-petits-enfants appartiennent au rap, comme le démontre magistralement le producteur Marshall Chess, qui a réuni les musiciens de Muddy Waters et des rappeurs, dont Chuck D de Public Enemy, pour un projet à la fois génial et pédagogique. Got my groove back, Mudcats. Come on, can you give me some of that? Give me some of that, give me some of that. On the one, on the drums, y'all. Come on, get some. MJ, can you come and get some of this? Voilà donc cette route du blues avec ces films qui sont pour la plupart très réussis. Merci Lenny d'être venu nous voir. Bonne tournée à partir du 31 mai. Le 8 juin, Bercy. On sera là et j'espère que Corneille viendra faire un titre sur scène avec vous. Vous allez découvrir évidemment Lenny avec son orchestre pour California où il raconte justement l'histoire de cette adolescence qui lui a permis avec des tas de copains surfeurs qui faisaient donc du skate de découvrir des musiciens magnifiques comme Hendrix, comme Led Zepp ou tant d'autres. Merci Lenny. Sur scène donc California, Lenny Kravitz. Voilà, on y va. On le raccompagne sur la scène. California, Lenny Kravitz. California.
Bon, la particularité de Traffic, c'est d'essayer le plus possible de jouer comme ça en improvisant un peu sur ce plateau. Andy va prendre sa guitare. Est-ce que vous aimez Sting, par exemple, dans le public? Oui. Voilà. Alors, attention. Évidemment, l'un des titres les plus célèbres de Sting, vous savez, c'est Roxanne. Et Corneille va s'y coller pour vous. Donc, je pense que vous pouvez le soutenir. Voilà, on accorde un peu les guitares. I've loved you since I knew you, and I wouldn't talk down to you. I just wanna tell you how I feel. I won't share you with another boy, but now my mind is made. Merci. Corneille et Andy. Andy Poulos. Voilà. L'album, vous le connaissez maintenant, mais c'est important de le remontrer, donc le double album de Corneille. Quelqu'un que vous allez découvrir maintenant et qui est une superstar mondiale et qui est dans Traffic, c'est Alicia Keys. Le dernier album s'appelle tout simplement Le Journal, The Diary of Alicia Keys. Il y en avait un autre avant qui s'appelait donc Chanson en A mineur. Alors, c'est un personnage assez extraordinaire puisque vous savez qu'elle joue du piano depuis l'âge de 4 ans et elle est je dis pas comme vous, mais assez proche, c'est-à-dire qu'elle joue à la fois Chopin, Marvin Gaye, plus évidemment ce qu'elle crée elle-même. Il y a un grand concert avec Beyoncé récemment au Madison Square Garden et on a réussi donc à aller la voir à un moment où elle enregistrait une sorte de showcase, un petit concert pour une radio. Et donc, non seulement elle nous parle de son travail aujourd'hui, mais en plus, un peu comme Corneille, elle va vous jouer un certain nombre de choses. Alicia Keys, regardez.
Sometimes I love you, sometimes you make me blue. I really drew inspiration from life, real life, real living, real situations that I was going through. Est-ce que c'était facile quand vous étiez toute jeune dans votre quartier, justement, d'aller à l'école, puis d'aller à l'université, d'apprendre la musique, dans un New York qui était quand même parfois dangereux? It was the thrill of New York City, but the darkness as well. I sometimes feel like I lived in between heaven and hell all the time. Never felt this way. On one side it was 42nd Street, it was the theater, it was matinees, it was all of these opportunities, but at the other side it was dismal, it was drugs, it was prostitution, it was needles all over the floor. And that's what I saw all the time. And that is what turned me on to people like Marvin Gaye and people like Curtis Mayfield. And one of my favorite songs I used to play was Come up hot, baby, but now I'm cool. I didn't make it sugar, playing by the rules. I come up hard, baby, but now I'm fine. I'm checking trouble sugar, moving down the line. I come up hard, but that's okay, 'cause trouble men don't get in my way. And it was things like that, thank you, that made me, I felt it, I started to understand how life could create song in this way that you could express yourself. The real man knows a real woman when he sees her, and a real woman knows a real man ain't afraid to please her. Didn't start getting my groove of piano until I really started listening to Chopin. Mais d'ailleurs, les deux albums, si on prend les deux albums, il y a toujours un hommage au piano. There is. This one. I mean, it's very emotional, that song. And that's the reason why I wanted to do it on this one. And what I like to do is I like to take a classical piece, and then I like to mess it up. So I like to turn it into something that it's not, it didn't start out as being. And that's what I did on the first with the Moonlight Sonata. And then I kind of took this one part and put it backwards and turned it around and made it, put drums behind it. And during my shows, I like to do that as well. I like to add electric guitars and, just things that just take it to a place that people don't expect it to go. So this time for my new album, I wanted to start the same way. I felt like that's almost like a tradition of mine, maybe. And I wanted to create something that was my own. So this time, instead of taking a famous piece, I instead created my own piece. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Vous avez joué plusieurs fois, enfin, en tout cas une fois avec Prince dans un concert. Vous avez repris dans le premier album un titre de Prince. Quel rapport vous avez? It all happened one day. I think I was in Chicago, and my manager, Jeff Robinson, he says to me, Prince is trying to reach you. And I said, I'm sorry, what? And so he said, Prince wants to speak to you on the phone. I said, Prince? Like Prince? The real one. Right, that Prince. And so he was like, yeah, he wants to talk to you. So I couldn't believe it. I'm a huge fan. I mean, I'm a big fan. I love his style. I love the way that he's unafraid. I love the way that he defies all boundaries. I just love that about him. So from that moment, he was actually putting together a kind of celebration for his birthday. And he said that he's putting it together at his studio at Paisley Park. And come and play with me. And come and play. I'm not trying to hear that. Oh, no, baby, before we had was good. How come you don't call me?
Sorry, I'm not Prince. Voilà donc un petit concert pour Alicia Keys, donc, qui était dans un studio très connu des musiciens à Suresnes. Donc The Diary of Alicia Keys, voilà donc le dernier album. Et donc le précédent qui s'appelait Songs in A Minor. Je suppose que vous aimez. Bien sûr, bien sûr. Il y a une comme voix, pas mal comme de ça gens. Danse, et puis en même temps un talent pour la composition formidable. Alors, Nadège, dans Retour sur le blues quand Voilà. même et sur le reportage qu'on a vu tout à l'heure. Si vous avez manqué un des films documentaires qui est sorti en salle ou pour amateurs d'histoire du blues, vous pouvez tout de suite avoir l'intégralité de la route du blues, le coffret des DVD, 7 films, le coffret des CD, 116 titres de 1920 à 2003. Voilà, donc toute l'histoire du blues via Scorsese. Indispensable. Ensuite, une grande diva de la soul, Candy Staton. L'album ressort, c'est des enregistrements qui datent des années 60-70. Et c'est incroyable parce que cette chanteuse était plus connue comme une diva disco des années 70, mais c'est une vraie chanteuse de gospel à l'origine, de R&B. Et donc voilà, c'est un objet très précieux qu'il faut avoir. On ne peut pas parler de soul sans parler de Stevie Wonder, le maître. Voilà. Ah. Donc ce DVD est extraordinaire parce qu'il retrace les 2 ans de préparation de l'album. L'album, quand il est sorti en 76, il est rentré direct premier dans les hits pendant 14 semaines. Génial, voilà. Absolument, c'est un des albums Songs, majeurs de Key of l'histoire de Life. cette musique. De la musique tout court. Hein. De la musique tout court, oui, Marvin Un Gaye. autre géant, Marvin Gaye. On fête malheureusement les 25 ans de sa mort et donc on sort un coffret de DVD, de CD avec un live à Montreux qui date de 1980. Donc aussi un objet très précieux. Et puis, je voulais faire un petit clin d'œil. On fête les 50 ans du rock en 2004, puisqu'en 54 sortait That's Right Mama du King. Et donc, voilà ce livre, Elvis Fashion, c'est tout le style d'Elvis, de Memphis à Vegas. Et c'est quand même lui qui a changé pas mal la manière de chanter, de bouger, de s'habiller de la jeunesse américaine. Voilà. Voilà donc pour tous ces objets. Alors on va accueillir maintenant quelqu'un que j'adore, plutôt un groupe que j'adore, qui sont les Wampas, avec Didier Wampas. Bien évidemment, vous pouvez leur faire d'ores et déjà... Voilà. Sur la scène de trafic, les Wampas. Porte un blouson noir, elle fume le cigare. Parfois un enfant
Didier, ça va Didier? Ça va donc. On est ravis. Alors d'abord on va montrer si on le récupère, voilà l'album Never Trust a Live. L'album des Vampires, ça fait quand même 20 ans que vous êtes sur scène. Ouais. Vous vous amusez bien, visiblement, bon, oui. En dénonçant un peu la musique politiquement correcte et un peu chiante. Bon, on la dénonce même pas, non? Moi, il y a un titre sur l'album que j'adore, qui m'a beaucoup fait rire, mais c'est le country en Croatie, qui est une manière de vous moquer de Genesis et d'un certain nombre de groupes que vous n'aimez pas trop. Et ça m'a fait beaucoup rire, ça. Bah, c'est une histoire vraie. C'est vrai que maintenant, j'aime plein de trucs que j'aimais pas quand j'étais petit. Ouais. Petit à petit, j'apprends à apprécier plein de trucs, mais Genesis, non. Je suis tombé sur une vidéo l'autre jour, là, je peux pas. C'est insupportable. Non, ça, je peux pas. Comment ça a commencé, Didier? Bah, moi, j'avais 15 ans en 77. Donc en pleine émergence du punk. J'ai vu Clash un jour à la télé, et voilà, quoi. Et boum. Bah oui. Et l'aspect ironique, parce que Clash, bon, c'est extraordinaire, mais c'est pas toujours. Enfin, les albums comme London Calling, c'est quand même des albums qui sont un peu lourds, qui visitent tous les styles de musique, mais qui n'ont pas le côté ironique, qui est quand même la marque de fabrique aussi de votre groupe depuis une vingtaine d'années. C'est pas tellement ironique, c'est plutôt une espèce de poésie. C'est con à dire, mais je déteste le mot. Au départ, on m'aurait dit que je ferais de la poésie un jour, j'aurais gueulé, mais c'est plutôt le côté poétique. Moi, je comprenais pas les paroles quand j'étais petit, tous ces disques que j'écoutais. Ouais. Je rêvais en écoutant tous ces disques. Les Cramps, par exemple. Ouais, tous les trucs anglais, je comprenais rien de toute façon. Ouais. Donc, je rêvais en écoutant ces disques, j'imaginais, je me faisais un monde à moi. Et quand j'ai fait un groupe, bah, je fais pareil, quoi. Je fais mon monde à moi dans mes chansons. Alors la tournée cet été, vous tournez encore beaucoup. Ouais. Cet été, alors on va donner quelques dates pour tous ceux qui découvrent Trafic et qui ont envie de vous retrouver. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? J'en sais rien. Je sais pas. Non, je sais pas, non. Non, je sais pas. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. Vous demandez les Wampas. Voilà. Et bien évidemment, vous les trouverez sur le chemin. Sinon, je voulais dire, je suis fan de Sam Cooke, moi aussi. Ah ouais. C'est vrai, ça s'entend pas tellement, mais je suis un super fan de Sam Cooke, mais vraiment super. Ouais. C'est mon chanteur préféré, Sam Cooke. Moi, je pense que tout à l'heure, Lenny Kravitz parlait de soul. Je pense que la soul n'a rien à voir avec un genre musical particulier. Je pense que dès qu'on est vrai, dès qu'on est authentique dans ce qu'on chante ou dans l'art qu'on pratique, dès que ça vient de là, que ce soit du rock, que ce soit du punk, que ce soit du R&B ou du hip-hop, ça reste de la soul. Et je pense que voilà un point commun, Sam Cooke, alors que visiblement on ne fait pas le même type de musique. Est-ce qu'il y a toujours un plaisir identique à sauter dans tous les sens sur scène, que c'est quand même crevant ce petit truc-là? Bah, c'est même pas un plaisir, c'est que je peux pas faire, je sais pas. Quand je me retrouve, non, c'est même pas un plaisir, mais quand je me retrouve sur scène ou là, je peux pas faire autrement, quoi. C'est pas une situation normale de se retrouver sur une scène ou devant des gens, devant des caméras, donc je peux pas agir normalement. Ouais. Je suis obligé d'agir comme ça. J'arrive pas. Et vous répétez quand vous continuez à bosser en dehors de la musique ou c'est définitivement? Non, je bosse toujours, moi. Où il faut rappeler? À la RATP. À la RATP, oui. Non, mais c'est un choix. J'ai pas envie de rentrer dans le business. Et le prochain disque, me dire, si j'en vends pas 200 000, comment je vais faire pour bouffer? Ouais. Ou même 50 000, parce qu'on vend pas 200 000. Ouais. Toi, je vais être libre. T'es pas libre. Si le prochain disque, en le faisant, je me dis dans ma tête, quelque part, attends, faut que j'en vende. Pour moi, c'est incompatible avec l'art, quoi. Quand tu fais quelque chose, tu le fais parce que tu as envie de le faire, parce que tu y crois, ça te plaît. Mais à partir du moment où on a besoin de ça pour vivre, on peut plus faire ça. Et moi, je veux pas. Voilà, avant de recevoir l'autre grande star de la soirée, Jane Birkin, c'est Olivier Lenuzza de France 2 qui a été à la rencontre de Prince. L'occasion pour lui, donc, de faire un petit coup d'œil à Trafic. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Prince et après, donc, Jane Birkin. Regardez. What's up? This is Prince. Right now I'm on tour in the States, but coming up next on Traffic TV is a special performance of Musicology, live from New York. Prince! Everybody party now, just east of Harlem. Prince gon' be there, you got to call him. Give him some time, break some time. Come on, listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No such occasion, let's see what I see, see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me.
what you like. I'ma call it hot beat. This is just another one I got for you. Musicology. Keep the body moving, just like the Trojan. Pick the old school joint for the true folk souls. Musicology. Musicology. I wish I had $1 for every time they say feeling music, baby. Back in the day, let's groove. September, Earth, Wind, and Fire. Hot Pants by the Jane. Slide's gonna take you higher. Minor keys and drugs will make a roller skate jam. Take your pick, turn the table, or a band. If it ain't Chuck D, Jam Master, they lose. Cause they got a PhD in it, man. Back to moving. You got to keep the body moving, just like I told you. Keep the old school joint. What? True folk soul. Musicology. Musicology. A-Town. Vous avez dit que cet album, Musicology, est sans frontières. Pourriez-vous développer? The wonderful thing about my career is that I have an audience that's sophisticated enough to be challenged. So there's many different styles on the record. And because I play the instruments mostly myself and use very few musicians, the sound never really leaves the original vibe that I intended. Est-ce important de contrôler toutes les étapes de la fabrication d'un disque? For me in particular, yes, because I have a real clear idea as to what I want the product to sound like at the end. Because I play all the instruments, it's important to produce myself so that the guitar player isn't arguing with the bass player to turn himself up and things of that nature. On peut remarquer l'importance de votre interprétation vocale et ce son particulièrement organique sur ce disque. I take pride in the harmonies that we put on the record, and I think as a singer I'm getting better because I play concerts so much, and I learn about the interaction between singer and audience. It gets better over time, so that's definitely going to translate on record, I think. Dans Musicology, vous chantez « Même les soldats ont besoin d'une pause de temps en temps ». Mais vous semblez ne jamais vouloir vous arrêter de jouer. Well, I don't consider my work work. I consider it a blessing, and just being able to play with people like Maceo Parker and John Blackwell and Rhonda Smith, folks like that, is such a joy. You never feel like you're working. So the comment about soldiers needing a break sometime, when Maceo Parker, for example, comes and plays with my band, it's like a break for him. He's just having a ball. It's just a party for him, and you can see it in his face and hear it in his playing. Selon vous, quelle sera l'évolution des technologies de l'industrie musicale ces prochaines années? Well, if I told you that, I'd have to kidnap you. Quand avez-vous décidé de créer votre propre site web Musicology Download Store? Originally, in the early 90s, we had an idea of how to use the computer to connect with people and deliver music in a fast, instantaneous way, just like you send faxes to people. When I record something, say 8 o'clock at night, we can have it up and all around the world within an hour. So you can't get faster than that. For me, it's definitely a plus. Looking at it from the record company's point of view, I can understand their frustration. At the same time, music delivered by musicians seems to just make sense to me. Dans Reflection, vous chantez « Je voudrais juste aller m'asseoir dehors sur la véranda et jouer de la guitare ». Rêvez-vous d'innocence? I don't really get into it like that. I try to let the lyrics just flow naturally, and when that line came out,
it was pretty evident that the song was over. And then also, when placed in the sequence of the record, when you hear that line, it's pretty evident that the album should finish. So to some it might seem like a short record, but we have to remember that records got longer over time as record companies decided they wanted to make more money. Pourriez-vous vous imaginer un jour sans penser musique? No. Voilà, le dernier album de Prince s'appelle Musicology. Son dernier passage à Paris pour le Zénith a été un événement extraordinaire. Et on espère bien qu'il viendra à Trafic donc pour l'occasion du prochain concert parisien. Maintenant, moment de magie. Merci d'accueillir celle que vous adorez, l'une des grandes stars évidemment de la chanson en France, Jane Birkin. Voilà. Le rendez-vous donc avec Jane et un certain nombre d'artistes qui ont travaillé avec vous. Alors, est-ce qu'on peut raconter un petit peu l'histoire de l'album? On en a beaucoup parlé de cet album, qui a un succès monumental maintenant. Ça a commencé au moment de la tournée Arabesque, le début. Oui, il y a un type qui s'appelle Alan Artaud qui a dit pourquoi tu ne profites pas de tous ces voyages où tu vas aller dans le monde entier, en effet, pour faire peut-être... pourquoi pas... Des rencontres, oui, des duos. rencontres. Et puis, tu vois, moi, j'aurais pas eu l'idée d'oser de demander à Brian Molko de Placebo. Je le connaissais, je l'avais vu vachement intelligent sur une interview avec Pivot, où j'ai compris l'humour et la malice du garçon. Mais de là qu'il m'écrive une chanson, et je l'avais rencontré j'étais avec Jean-Christophe pour voir Mickey 3D. Et quand Mickey 3D m'a envoyé une maquette, oui. Il pensait que j'allais le jeter à la poubelle, alors que je trouvais ça divin. Le titre s'appelle Je m'appelle Jane. Mais j'étais tellement contente parce qu'on m'avait déjà écrit des chansons vachement gentilles en pensant que j'étais une fille gentille, qui fait trop de choses et qui est débordée, qui est charmante. Lui, il m'avait envoyé des choses avec en plus le réponse. Je m'appelle Jane et je t'emmerde. Ouais. Alors je trouvais ça tellement bien que je lui ai dit que s'il voulait, il pouvait aller accélérer. Bah oui. Le vieux Gene, l'anglais incompréhensible. Non, il pouvait aussi dire que j'étais hystérique, enfin, toutes les choses que je suis. Mais il a dit non, ça suffit comme ça, je trouve ça bien. Non, c'était vraiment excitant d'avoir ces rendez-vous, en fait. Alors, l'album s'appelle Rendez-vous, comme vient de dire Jane. On va aller évidemment écouter ce titre avec Mickey Furnon. Donc, ils sont là, les musiciens. Jane, je vous accompagne. Je m'appelle Jane, donc extrait de cet album intitulé Rendez-vous. Et bien évidemment, vous accueillez aussi Mickey Furnon de Mickey 3D. Ce vieil accent que tu traînes et qui te rend l'air antipathique. C'est l'accent britannique. Dis, Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la gadoue alors que ça salit tes bottes? C'est parce que je suis gamine. Dis, Birkin, pourquoi tu cites du sexe et puis tu sonnes dès que le mois d'août se ratine? C'est que je suis câline. Dis, Birkin, c'est quoi ce vieux jean sale que tu trimbales depuis 1969? C'est que je suis radine. Je m'appelle Jane et je t'emmerde. Toi tu ne t'appelles pas Tarzan. Tu t'appelles Mickey. Je t'emmerde. Moi je ne m'appelle pas Mimi. Dis, Birkin, pourquoi t'as pas grossi? En vieillissant, t'es toujours aussi belle qu'avant. C'est que je suis maligne. Dis, Birkin, pourquoi tu te mets toujours à pleurer dès que quelqu'un est en danger? C'est que je suis sensible. Dis, Birkin, tu ne t'énerves jamais, on dirait que tu fuis la colère. C'est que je suis fragile. Dis, Birkin, c'est quoi ces yeux qui regardent dans le vide? On dirait que t'es dans la lune. C'est parce que je m'ennuie.
Je m'appelle Jane et je t'emmène de nous. Toi tu ne t'appelles pas Tarzan. Tu t'appelles Mickey. Je t'emmène. Moi je ne m'appelle pas Minnie. Je m'appelle Jane et je t'emmène. Toi tu ne t'appelles pas Tarzan. Tu t'appelles Mickey. Je t'emmène. Moi je ne m'appelle pas Minnie. Merci. Merci à tous les deux. Venez. Jane. Voilà, Jane ici. Ça va bien? Ça va bien. On évoquait un peu avec Jane l'histoire du titre, mais elle est venue comment, l'idée? C'est venu assez vite. En fait, j'étais en tournée quand on m'a proposé, moi. Ouais. Et donc, j'ai eu cette petite idée assez marrante de faire un espèce de duo comme ça se faisait pas mal un peu dans les années 70, dans les émissions des Carpentiers, avec questions-réponses, des trucs assez rigolos. Et j'ai écrit ça assez vite en me disant, bon allez, je lui envoie ça, et puis si... Et elle va dire non. Ouais, voilà, elle va me dire, petit con, pour qui tu te prends? Et en fait, ça l'a fait rigoler. Elle m'a dit, tu peux même y aller encore plus fort si tu veux, tu peux te foutre de la gueule de mes seins, ce que tu veux. Et la petite intro, parce que c'est la petite intro au banjo, comme ça, qui installe tout de suite un climat. Elle est venue, moi, j'ai un banjo, chez moi, il ne reste plus que 2 cordes. Donc c'est souvent que je fais des petites mélodies comme ça. Et en fait, ce rôle que vous jouez maintenant, vous le jouez aussi pour Indochine. Enfin, de plus en plus, il y a des gens qui font appel à vous pour en dehors de Mickey 3D, donc écrire. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir en plus du groupe une espèce de carrière personnelle d'auteur, ou ce sont les occasions? Non, c'est plus les occasions pour Indochine. La première fois, c'était Indochine. J'avais jamais fait de truc pour personne et j'avais vachement envie depuis longtemps. Et puis c'est Hervé Lausanne, le directeur artistique d'Indochine, qui est un copain, qui m'a dit, vous pouvez essayer de faire un truc. Et puis, comme ça a cartonné tout de suite, nous, j'ai demandé la lune, oui, carton absolu. On avait fait ça pour s'amuser, quoi. Et puis, donc, après j'ai eu quelques autres demandes, mais je préfère en faire qu'une de temps en temps, un truc que j'ai vraiment envie de faire. Ouais, que j'ai vraiment envie de faire, et puis que ça vient, que je sens le truc, quoi. Avec Jane, j'ai senti un truc tout de suite assez rapidement, puis après, c'était à elle de voir si elle le voulait ou pas, quoi. Vous avez votre guitare, là, est-ce qu'on peut avoir une petite idée? J'avais envie de vous faire un petit truc plutôt du style... quelques phrases de Claude Nougaro, parce que j'aime beaucoup ce monsieur. Ouais, avec plaisir. Et c'est une chanson qui s'appelle Bidonville, qu'il a fait sur une musique brésilienne. Parce qu'en plus, il nous a quittés il n'y a pas longtemps, et je trouve qu'on n'a pas assez parlé du talent, puis on n'a pas fait beaucoup d'émissions sur ce monsieur, quoi. Regarde-la, ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville. Vivre là-dedans, c'est coton. Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Dans les champs, l'herbe pousse. Pour y dormir, faut se pousser. Les gosses jouent, mais le ballon, c'est une boîte de sardines bidon. Donne-moi la main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Serre-moi la main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi.
On peut se croire égaux. Un album extraordinaire d'un des grands chanteurs de la musique brésilienne, qui est Caetano Veloso, avec qui vous avez enregistré. On parlait de musique brésilienne. Alors là, il a repris tous les standards de la chanson américaine. Il a repris des tubes que vous connaissez comme Nature Boy ou des chansons de Bob Dylan comme It's Alright Mama. Enfin, c'est assez extraordinaire, y compris d'ailleurs des titres de Nirvana. Je vais l'offrir. Allez. Je l'offre à Michael. Ah non, voilà. Non, il est vachement bien. En plus, comme mec, il est vachement bien. Il est tellement fragile que moi, j'avais peur de l'écraser. Mais il est absolument... Il est d'une délicatesse. C'est un personnage inouï, un musicien. Évidemment, sa musique, mais aussi sa vie, son engagement politique, sa façon d'être quand il était, je ne sais pas, en 68. Enfin, c'est quelqu'un de passionnant. Il a écrit un livre qui vaut bien la peine d'être lu. Alors, vous allez découvrir justement un entretien qu'Caetano Veloso a accordé à Stéphane Davey il y a quelques jours avant l'enregistrement de cette émission. Regardez. Musicien génial, vedette populaire, intellectuel influent, Caetano Veloso est considéré au Brésil comme l'équivalent d'un Bob Dylan ou d'un Lennon. En France, cette star brésilienne est restée méconnue jusqu'à son apparition dans le film Parle avec elle de Pedro Almodóvar, où il roucoulait une sublime version de Cucurucu Paloma. Né en 1942 près de Salvador de Bahia, Caetano a grandi dans une famille de la classe moyenne. Sa sœur, Maria Bethânia, deviendra une des plus grandes interprètes de la musique populaire brésilienne. Bercé par les crooners du jazz et les maîtres raffinés de la bossa nova, Carlos Jobim et João Gilberto, Caetano rodera son écriture en accompagnant Maria. Au milieu des années 60, Caetano Veloso et une poignée d'autres musiciens bahianais comme Tom Zé, Gal Costa ou Gilberto Gil, devenu depuis ministre de la Culture, fonderont le tropicalisme, un des courants musicaux majeurs du XXe siècle. Cette génération mariera le classicisme de la samba et de la bossa nova avec toutes les turbulences de l'époque. Cannibalisé par Veloso et ses compagnons, le rock anglo-saxon nourrira ce manifeste exubérant de la modernité brésilienne. Ancrée à gauche, cette quête de sensualité et de liberté ne sera pas du goût d'une dictature militaire qui réprimera le mouvement par la prison et l'exil. De retour au Brésil, Caetano continuera de charmer et de provoquer ses compatriotes, composant des mélodies inoubliables, mais explorant aussi d'autres territoires, condamnant la démesure sociale brésilienne ou jouant de ses ambiguïtés sexuelles. Caetano rend aujourd'hui hommage à la chanson américaine dans A Foreign Sound. Aux côtés de standards signés Gershwin, Duke Ellington ou Cole Porter, on y trouve des chansons de Bob Dylan, Stevie Wonder et même une étonnante version de Come As You Are de Nirvana. Comme toujours chez cet aventurier de l'identité tropicale, ses interprétations délicates sont aussi des moments de réflexion. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? It's part of everybody's life. Americans have made the most beautiful corpus of popular songs. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. Apart from that, there's this historical importance of the presence of American mass culture around the world. So, making this record, I kind of am making a subtle comment on that reality. A look at it with love and irony. Feelings, nothing more than feelings. This kitsch, huge American hit called Feelings, for example. That song is not American, it's Brazilian. And it was copied from a French song. But it's Brazilian. It was written and recorded by this Brazilian guy pretending he was American. In Brazil, he did it in Brazil and recorded it in Brazil. And it became this international hit
feelings of love. Dans votre autobiographie Pop Tropical et Révolution, vous décrivez le Brésil comme un frère jumeau des États-Unis. There are two giant countries in the Americas. The north, the United States, and the south, Brazil. They are about the same size territorially. They have brought black people to enslave in the New World. But Brazil is the negative image of that experience. They're winners, we are losers. So when I say it with a little bit of irony too. When our love was new, and each kiss an inspiration. In Brazil we are, in the southern hemisphere, in the New World, we are racially more mixed than any other country in the world. And we don't even speak Spanish. We speak Portuguese, which is the ghetto language. If we have so many disadvantages, we can think that this might as well be considered a blessing because we are kind of out of the world order. But that was long ago, and now my consolation isn't the stardust of a sun. We have the possibility of presenting the world with a very original human experience. In popular music, we kind of sketch it. Come as you are, as you were. Pourquoi dans cet album avoir associé standard de jazz à adaptation de chansons rock? When rock and roll appeared, I didn't like it in the 50s because I loved beautiful American song and the wonderful jazz musicians and singers. From 1966 on, I started liking rock. What I like in it is its creation of beauty from disrespecting what already is known as being beauty. I love this raw way of expressing ideas and sentiments. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago, and now my consolation isn't the stardust of a sun. Comment expliquez-vous qu'au Brésil, le milieu intellectuel soit aussi proche de la culture populaire? We're not a serious country, as Charles de Gaulle is supposed to have said about Brazil. A memory of love's refrain. Voilà Caetano Veloso, donc l'album est absolument magnifique, c'est celui de Michael. Le live à Saint-Étienne donc de Mickey 3D et le rendez-vous donc de Jane Birkin. Alors dans l'ordre, Michael, pour l'été, est-ce qu'il va y avoir un programme de tournée qui était aussi important que Buckfield l'année dernière ou plutôt repos avec Aurélien et Nadja? Repos, ça fait 5 ans qu'on n'a pas arrêté, là on se repose. Mais là on se remet à faire du rock'n'roll à la campagne, avec les copains, du truc assez violent, pour s'amuser, pour se défouler, puis se rappeler un peu C'est bien de retourner au fait de faire de la musique pour pas forcément préparer un concert ou une tournée, c'est juste pour s'amuser. Est-ce que vous attendiez au triomphe des victoires? On pensait peut-être avoir un petit truc pour le clip parce qu'on pensait franchement que les mecs qui avaient bossé sur le clip de Respire, ils avaient fait un truc super. Donc on se disait peut-être que leur travail sera récompensé, mais pas les autres, non. Voilà, donc Mickey 3D, le live à Saint-Étienne. Jane, je sais que cette tournée arabesque a été non seulement un succès extraordinaire un peu partout, mais c'est vrai que ces tournées qui sont très longues, on l'évoquait avec Michael, c'est quand même très crevant au bout d'un certain temps, non? Non, c'est le contact avec les gens. Donc, je ne suis pas masochiste, je ne veux pas me couper de ça. Donc, je repars avec Jamel en novembre et on se refait Amérique du Sud, etc. Enfin, les endroits qu'on n'a pas fait. Mais oui, je pense que ça fait à peu près 120 pays.
Rendez-vous donc cet album de Jane Birkin avec donc la participation, on l'a dit tout à l'heure, de Miossec, de Souchon, d'Alain Chamfort, d'Étienne Dao, de Brian Ferry donc, et de beaucoup de gens, Paolo Conte, on ne l'a pas cité depuis le début, c'est normal. Merci Jane et bonne chance pour cet album qui est très réussi. Dans un instant, on va retrouver Vincent Delerme pour son dernier album, enfin c'est le deuxième, qui s'appelle Kensington Square. Et d'ailleurs, quand je dis qu'on va le retrouver dans un instant, on va d'ailleurs le retrouver tout de suite. Vincent, le titre que vous connaissez, c'est Les filles de 1973 ont 30 ans. Vincent Delerme pour Trafic. Celles qui ont bu 3 fois Rayman, celles qui ont pleuré Balavoine, celles qui faisaient des exposés sur l'apartheid et sur le Tché, celles qui ont envoyé du riz en Éthiopie, en Somalie, celles qui disaient tu comprends pas. Les filles de 1973 ans, 30 ans, la 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 la. Les filles de 1973 ans, 30 ans, la 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 la. Celles qui mettaient des bandanas et des t-shirts Best Montana, celles qui ont porté les baskets Reebok de Rosanna Arquette, celles qui fabriquaient des bracelets brésiliens pendant l'heure d'anglais, celles qui disaient Eric Serra. Les filles de 1973 ans, 30 ans, la 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 la. Les filles de 1973 ans, 30 ans, la 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 la. Celles qui pratiquaient des suçons dans le cou de Cyril Caron, celles qui fusillaient au Blanco les tables du lycée Carnot, celles qui disaient Madame c'est vrai, on n'a rien compris au sujet, celles qui s'appelaient Estelle Gallois, Katia Bocage, Sandrine Le Prince, Fabienne Le Sage, Maria Martins, Élise Dufard, Myriam Langevin. Les filles de 1973 ans, 30 ans, la 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 la. Les filles de 1973 ans, 30 ans, la 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 la. Celles qui ont vu 3 fois Rainman, celles qui ont pleuré Balavoine, Balavoine. Merci beaucoup. Vincent qui va nous retrouver. L'album s'appelle Kensington Square. Le voici
Qu'est-ce qu'elles ont, les filles qui ont vu 3 fois Rain Man? Elles ont que je les observais beaucoup et que ça m'intéressait de faire une chanson beaucoup dans l'analyse, dans l'observation de gens en fait, qui sont très mystérieux et à la fois qu'on connaît beaucoup parce qu'elles sont juste assises derrière vous en classe. Ouais. Et c'était mon cas. Voilà. Sur l'ensemble de l'album, les cordes sont très présentes. Ouais, c'est même plus que quatuor, souvent c'est x6. Ouais. Voilà. C'est souvent un ensemble de cordes, donc il y a une épaisseur un peu plus britannique. Et pourquoi justement? Ça rappelle, c'est vrai, les orchestrations de Penny Lane, des Beatles, enfin toute une période de cette époque-là où les Beatles ont énormément utilisé justement les cordes. C'est vrai, ça rappelle aussi beaucoup quand les Français essayaient d'imiter ça. Je pense que ça ressemble plus aux Français essayant d'imiter les Anglais que... C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a toujours eu un peu ce fantasme de sonner comme les Anglais et en même temps, il y a une petite distance, on n'y arrive pas tout à fait. Mais les musiques de films des années 70 qui essayaient d'avoir ce son-là, finalement, avec le temps, la petite différence qu'il y a avec le vrai son anglais, il a un charme, et je pense à des gens comme François Droubet ou des gens comme ça. Ouais. Mais Vincent, ce décalage, ce léger décalage qui aujourd'hui trouve un écho fantastique dans le public, il vient d'où en fait? De la voix? Parce que certains vous critiquent en disant il n'a pas de voix. Il y a des types comme Dave qui hurlent, voire même des critiques de rock qui disent tout ça c'est de la musique quasiment classique. Comment ça s'est organisé justement ce décalage et votre personnalité? Je crois que déjà les critiques de Dave c'est quelque chose qui est facile à relativiser. Après, par ailleurs, je sais pas, moi c'est vrai que j'ai toujours eu le sentiment que la chanson ça joue beaucoup sur l'affectif et pas sur différentes techniques. D'un côté la voix, le texte, la musique c'est vraiment un bloc. Et qu'il y a un charme ou pas, mais que je crois que ça prend en bloc ou pas. Voilà. Alors on va aller tout à l'heure évidemment près du piano de Vincent, puisqu'on va parler tout d'un coup de ce goût, puisqu'il a fallu choisir à un moment comme instrument principal et comment organiser les compositions. Le temps de remercier Jane pour Rendez-vous, qui est formidablement réussi. On est ravis de vous recevoir. Et donc l'album live à Saint-Étienne de Mickey 3D. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jane. Et bonne chance pour la tournée. On va partir tous les deux donc voir le piano. Ça a commencé comment au tout début? D'abord le piano, le choix du piano. Ça a commencé déjà dans une famille qui était vraiment très concernée par ce qu'on appelait la nouvelle chanson française, donc la génération qui est apparue à la fin des années 70. Et qui était une génération de chanteurs, évidemment, avec Souchon, David McNeil, des gens comme ça, Yves Simon, qui était attirante parce qu'elle donne l'impression que c'est faisable. Il n'y a pas le poids des images de Brel transpirant sur scène, le poids de l'image de Barbara, de la rigueur de Brassens. C'est des chansons qui sont plus dans des appartements, dans des choses comme ça, et c'est beaucoup plus intimiste et finalement plus accessible. C'est comme ça que vous avez commencé à travailler, puis à aller jouer dans les tout petits lieux. Ouais, c'est vrai. Souchon, par exemple, c'est vrai que c'est quelqu'un dont j'ai fait souvent des reprises et sur scène. Exemple? Et voilà. C'était pas pour tes cahiers, pour lire des textes, que le dimanche soir je venais, c'était prétexte. C'était pour sentir le jazz en moi venant. Quand tes genoux tu les croises de temps en temps. Le plaisir est un secret en période rose. Dès qu'on sent qu'on se fait de l'effet, on se cache des choses. C'est pas pour que tu t'en ailles que je te disais. Tu peux foutre le camp bye-bye, fiche-moi la paix. C'était pour que tu me dises non, je partirai pas. Ma vie, je veux la faire en long, entre tes bras. Les fâcheries ont des secrets en période rose. Dès qu'on sent qu'on se fait de l'effet, on se cache des choses. On se cache des choses.
Donc, reprise d'Alain Souchon, le premier album de Vincent, donc le deuxième, Kensington Square. Tout à l'heure, on parlait justement de ces filles des 73. Dans tous les titres, enfin tout ce que j'ai vu sur justement ces performances, il y a quand même un jeu avec le public basé sur l'ironie. C'est-à-dire qu'à la fois, vous partez dans des choses qui sont poétiques et en même temps, bang, tout d'un coup, une vanne discrète, une manière de se moquer de vous, du public. C'est vrai, d'une manière générale, c'est vrai que je travaille beaucoup sur cette idée-là. Enfin, travailler, je ne sais pas si c'est le bon verbe, mais enfin, sur cet équilibre, sur le fait que dans toutes les chansons joyeuses, il y a toujours un moment où effectivement ça va être un peu triste, et inversement aussi que dans les chansons très mélancoliques, il y a une zone comme ça un peu plus souriante. Bon, je crois que ça ressemble à la vie, c'est pas tout d'un bloc, tout rose ou tout pluvieux. Donc voilà, j'essaye de faire des chansons qui ressemblent à l'équilibre de vie en général. Est-ce que vous avez l'impression, Vincent, d'appartenir à une génération, vous, Benabar, Sanseverino, les musiciens Mickey 3D, qui a une sorte de cohérence comme celle que vous évoquiez pour les années 70 avec Souchon et les autres? Ou est-ce qu'à votre avis, tout ça, c'est une manière de rapprocher des gens artificiellement? Non, je crois qu'il y a une génération de public qui a eu envie, après les années 80, sûrement d'aller plus au spectacle. Au début des années 90, c'était vraiment encore un peu underground. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un public qui se déplaçait, mais ce n'était pas forcément toujours relayé, et notamment par la télévision. Je pense à Thomas Fersen, à Dominica, à Miosek, des gens comme ça. Et puis, nous, on a profité beaucoup de l'arrivée de ces gens-là, puisque bon, voilà. Ils ont ouvert le chemin. Oui, vraiment. Justement, c'est l'occasion de parler de cet ensemble de musiciens et du rôle qu'a joué quelqu'un qu'on voit très très rarement à la télévision, pour vous tous, qui est Dominique A. Donc c'est cette génération nouvelle de la chanson française dont vous parle Stéphane Dabet. La production de la chanson française a rarement été aussi foisonnante. Parmi les familles musicales qu'elle a engendrées, beaucoup reconnaissent comme père fondateur des auteurs-compositeurs comme Gainsbourg, Alain Bachung, Manset, Étienne Daou ou Jean-Louis Murat, les premiers à trouver une identité intégrant l'impact d'une culture rock. Mais des artistes aussi différents que Vincent Delerme, Mickey 3D, Jeanne Chéral, Cali, Pierre Bondu ou Miosek se sont aussi identifiés à un grand frère, Dominica, mal connu du grand public mais dont la sensibilité singulière, la volonté d'autonomie et l'écriture audacieuse ont été déterminantes pour beaucoup d'espoirs ou de vedettes de la chanson d'aujourd'hui. Quand je suis tombé sur le courage des corbeaux, ça m'a vraiment complètement scotché en fait. C'était fabuleux de se dire qu'il y avait moyen de faire de la chanson française sans tomber dans la variétoche. Dominique, ça a été un vrai déclencheur pour moi. Dominica, je l'ai découvert quand j'étais ado, enfin, genre l'année de mon bac ou juste après, quoi, mes premières années de fac, avec l'album La Mémoire Neuve. Je le connaissais par cœur et je l'écoutais presque comme une grande chanson de 40 minutes. Issue de la scène nantaise, Dominica a distillé dans son coin un mélange inédit de vibrato fragile et de spleen post-punk, de fêlure rock et d'aspiration francophone. En 1992, l'instable délicatesse de La Fossette, son premier album, jure avec les bruyantes fiestas de son époque. La scène du début des années 90, c'était juste des bacs de rock français remplis de disques de rock alternatif que moi je détestais. Moi j'étais très influencé par toute la scène New Wave des années 80 qui était très importante pour moi. Les deux derniers disques que j'aurais pu citer, c'était français, c'était Où veux-tu que je regarde de Noir Désir et Chez Yenoton de Murat. Précurseur des disciples du home studio, Dominica se contentait pour ses chansons des ressources du bricolage. C'était surtout quelque chose de très naturel pour moi, par exemple de faire des petites cassettes, de faire des autoproduits, puisque j'avais l'impression de faire ça depuis mon adolescence, en faisant des cassettes faites maison, un exemplaire. Aux toilettes tout bas, on dansait. Donc autrement, oui, il y avait un besoin de s'exprimer, l'impression que je faisais passer des tas de choses de ma personnalité que je pouvais pas faire passer autrement. Cette première volée de chansons atypiques provoquera des frissons qui allumeront des vocations. Avec l'album La Mémoire Neuve, et ce disque m'a vraiment donné envie d'écouter de la chanson, de découvrir les disques de Nogaro, les disques de Barbara, les disques d'Aznavour, les trucs que j'avais jamais écoutés jusqu'à l'âge de 30 ans, parce que j'écoutais que de la pop anglaise ou américaine. C'est trop comme vu d'ici, tout ce que j'ai quitté me fait soudain envie. Avant, en fait, j'écoutais surtout de la musique classique, en fait. Et c'est vrai qu'en rencontrant Dominique, je me suis rendu compte, en fait, que le format chanson était un format quand même super intéressant, dans le sens où en 3-4 minutes, on pouvait réussir à glisser plein de choses. C'est quand le bonheur
ces albums, celui qui me touche le plus, c'est Augury. Moi, je compose dans des moments d'émotion pure. Il faut que j'ai vraiment un grand moment d'émotion en moi pour écrire des choses. Et puis, à la sortie d'Augury, je me souviens avoir écrit 2 bonnes chansons. Ouais. Et puis un jour le petit voisin ira pointer quelque part pour bouffer un peu. Il s'ennuiera et sera loin, le temps où il rêvait que demain serait mieux. Alors pour tromper l'amertume, comme à 18 berges en criant que ça suffit, il arpentera le bitume, rien ne changera mais au moins ça dégourdit. C'est vrai que j'ai l'impression que Dominica, il a quand même ouvert la voie à une espèce de chanson qui sonne un peu rock, mais qui peut sonner aussi très bricolé, très fait à la maison. Ça a ouvert quelque chose, je pense, dans la chanson française, quoi. Il ne faut pas souhaiter la mort des gens, ça les fait vivre plus longtemps. À partir du moment où on chantait en français à l'époque, c'était vraiment du dernier ringard, quoi. Mais je sentais que j'étais moi, que j'étais vrai quand je chantais en français. Et mes mains sur tes poignets, dis-moi que puis-je y faire si je ne sais faire que traîner. Miossec sera un des premiers à s'engouffrer dans la brèche ouverte par Dominica. Avec l'album Boire, ce Brestois rugueux, séduit par le dépouillement du Nantais, insufflera une dimension brute et charnelle qui manquait cruellement aux chansons de l'époque. Et je sors et je drague comme on crève. L'idée de base, c'était de ne pas faire du rock anglo-saxon, quoi. Enfin, pas de faire une pâle copie des Smiths et tout ça, comme ça existait également à l'époque. Je crois que l'idée forte de ce disque, c'est d'avoir l'attention dans autre chose, dans les guitares, dans la voix, de faire quelque chose de très tendu. Ouais, c'était vraiment du crachat. Enfin, c'était de la purge, en fait. Et pour être purgé, je me suis purgé. Regarde un peu la France. Miossec, il m'a envoyé la balle en pleine gueule. C'est-à-dire que quand j'ai entendu Boire, je me suis dit, mais merde, quoi. Je sentais que j'étais déjà que j'étais hors du coup. Que le ton qu'il y avait dans ce disque-là, que ce qui s'y racontait, était vachement plus fort que moi, ce que j'étais en train de raconter dans La Mémoire Neuve. Et donc, il y a eu un sentiment de jalousie immédiate, quoi, c'est clair. L'amitié parasite le jugement, je sais. Mais laisse-moi te dire que l'inverse est vrai aussi. Avant d'enregistrer en solo, le Nantais Pierre Bondu a collaboré au disque de Dominica et Miossec. Miossec et Dominica sont 2 personnes très très proches en fait, quoi. Je dirais que vraiment les 2 sont des êtres assez tendus, on va dire. C'est vrai que j'ai toujours été à la recherche de choses assez intenses, assez assez à fleur de peau. Donc ok, bon, tu passeras peut-être pour un pauvre petit gars à sa maman, mais tant pis, quoi. Enfin, le tout c'est d'être assez authentique. Fais-moi revenir au monde, le toucher sans mettre de gants. Même pour sentir qu'il s'effondre, même s'il n'y croit plus comme avant. Fais-moi retrouver mon ombre, perdu dans l'ombre qui me tient, le souvenir du lendemain. J'ai l'impression qu'il s'est assumé ses faiblesses d'homme, et ça c'est très touchant. D'apparence éthérée, Dominica révèle sur scène une présence magnétique. En fait, physiquement, il en impose aussi parce que j'ai l'impression, en tout cas, qu'il dégage une sorte de tension comme ça. C'est très sec, en fait. Son attitude, la façon dont, ne serait-ce qu'il tient sa guitare, la façon dont il envoie les chansons et tout, c'est assez sec. Physiquement, Dominique, c'est une carcasse quand même. Tout le monde le voit comme un petit gars malingre qui chante ses petites chansons aigrelettes. Attends, je ferai pas le bras de fer avec lui, hors de question. Qu'il ne compte pas sur moi pour les en remercier. En plus de 10 ans de carrière, Dominica n'a cessé de se renouveler. Du minimalisme des débuts aux décorations légères de La Mémoire Neuve, de l'intensité de Remuer aux expérimentations orchestrales de Tout sera comme avant, son dernier album, il impose une personnalité poétique et musicale en marge des formatages commerciaux. Ils sont là, je suis une ville de chantiers ajournés, de fêtes nationales. L'influence qu'un disque comme La Fossette a pu avoir sur les gens, je le sens aujourd'hui, en fait. Plus ces 2 dernières années, en fait, qu'il y a, ne serait-ce que 3-4 ans. Parce que là, franchement, oui, effectivement, je ne peux pas le nier, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce disque-là, ou de La Mémoire Neuve, ou de Remuer. C'est une surprise, et puis c'est la meilleure des récompenses qui soit, je crois. De savoir ce que c'est d'être face à quelque chose qui vous fait dire « Ah mais ouais, c'est ça qu'il faut faire ».
Savoir que ça a procuré ça à des gens, ça c'était une satisfaction immense, ça c'est clair. Nadège, d'autres recommandations? Je voulais revenir sur l'album de Jane Birkin pour en profiter et faire la lumière sur une artiste qui s'appelle Feist, qui fait un duo avec Jane Birkin justement dans cet album et qui a une voix incroyable. Un album terrible. Voilà, une folkeuse qui vient aussi du punk et donc a digéré tout ça et c'est vraiment un très bel album. Caetano Veloso, on en parlait tout à l'heure, Jane parlait de sa biographie, donc la voilà pour retracer l'histoire de Caetano Veloso. Et du tropicalisme, et mouvement puis, musical très important et politique d'ailleurs. Voilà, et un clin d'œil évidemment à 10 ans de décès de Kurt Cobain, puisque Caetano Veloso fait une reprise d'un de ses titres. Voilà, ça sort aux éditions 10-18, ses journaux intimes traduits par Laurence Romance. Pour la musique française, donc Dominica, on en parlait, voilà, Le Détour, c'est la rétrospective de ses 10 ans de carrière en musique, avec des textes, des photos également. Donc voilà, Dominica. Alors, on entend dire que vous aimez beaucoup la musique de la Nouvelle Vague. Et la musique magnifique aussi qui vient d'être éditée dans cette collection. Voilà, Trafic vous offre les Godard. Je sais que vous aimez Truffaut, mais il n'est pas encore sorti. Martial Solal, pianiste fantastique, la Georges Delerue, donc ce sont toutes les musiques, Antoine Duhamel, les musiques de Jean-Luc Godard. Vous allez découvrir alors maintenant donc, le dernier album de Louis Chédid. Louis Chédid, Un ange passe, ça fait 3 ans que son album était sorti. Et voilà, un très bel album, toujours très émouvant, très tendre. Et Le Fils, on ne présente plus le phénomène M. Il passe très peu à la télé, mais là, il y a un livre pour découvrir un peu toute la préparation de l'album. Qui de nous deux, avec des photos de Claude Gassian. C'est comme sa musique, c'est très funky et très introspectif. Et puis, Nouvelle Vague, il y a un coup de cœur terrible, il faut l'emmener sur toutes les plages cet été. C'est une compilation qui est produite par Marc Collin, un Français. Nouvelle Vague, qui regroupe en fait des titres de New Wave anglaise sous forme bossa, puisque bossa nova, ça veut dire Nouvelle Vague aussi. Et c'est une pure merveille, c'est très 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 beau. Et pour finir, une compilation très rare qui a été produite par David Byrne, Talking Heads, sur la musique française. C'est le regard d'un Américain sur la musique française, avec La Tordue, Java, Mickey 3D, Louise Attaque. Et voilà, c'est assez intéressant d'avoir son regard sur le mouvement néo-réaliste français. Merci Nadège. Je voudrais vous parler maintenant, ou plutôt on va parler avec quelqu'un qui a joué un rôle extraordinaire dans l'histoire du rock, c'est Patti Smith. Patti Smith, vous savez, qui est une des figures légendaires de la musique, notamment à New York. C'est son 9e album qui s'appelle Tramping, qui vient de sortir. Alors, pour les gens de ma génération, on l'avait découvert quand elle avait fait une reprise de Gloria des M, qui était une reprise ultra énergique. Elle était venue en France pour la première fois, si ma mémoire est bonne, au Bus Palladium, avec cette figure comme ça, longue, glabre, et c'était vraiment assez extraordinaire. Après, elle a beaucoup vécu autour de New York. Elle s'est intéressée évidemment à toute la contre-culture américaine. Et c'est Nick Ken qui l'a rencontrée pour vous, donc Patti Smith sur Trafic. Our country, let alone the world, is being run by crooked government and corporations, business. It's a greedy material world right now. And we have to take stock of this and rise up, unify, and make change, which I believe we can. Depuis ses origines modestes dans le New Jersey, où elle commence comme ouvrière dans une usine d'emballage de viande, Patti Smith a su mener un parcours exemplaire, de pionnière de la scène punk rock à son actuel statut de grande poétesse américaine et d'activiste politique. When I grew up, everybody sang from my neighborhood. Most of my friends sang. The kids sang on street corners, in the late 50s and early 60s. And I always could sing a little, but not of any special merit. My mother was a very good singer. She sang, before World War II and then, sort of retired from singing and raised us kids. But she sang us to sleep and sang jazz songs. And so a lot of my tone comes from her. Went down to Harlem, looking for something. Au début des années 70, avec l'aide de mentors comme le photographe Robert Mapplethorpe, Patti Smith s'est installée à New York où elle est rapidement devenue une figure émergente de la scène underground.
En 1974, elle commence à faire des lectures de poèmes accompagnées à la guitare électrique. Très vite, elle a été à la tête de son propre groupe, contribuant au même titre que Television, les Talking Heads et les Ramones, à redonner une énergie nouvelle à la scène rock new-yorkaise. Mais contrairement au mouvement punk, sa musique n'a jamais eu de fondement nihiliste. In 1975, when we recorded Horses, my mission then was to wake people up about the state of rock and roll, the state of our culture. What we were trying to do was to excite ourselves, to take some of the glamour and the excessive lifestyle out of the image of rock and roll, and just see new things, hear new things. We wanted new sounds, we wanted new language, so we did it ourselves because no one was doing it for us. So I think our mission was different than the kids that, you know, came right on our heels, you know, that people call punk rock. À la fin des années 70, le groupe a déjà produit 4 albums de légende et jouit même d'un large succès commercial quand soudain Patty décide de se retirer de la scène rock pour fonder une famille dans le Michigan avec son mari Fred Smith des MC5. Wild cord in my sleeve, thick. I essentially think of myself as a worker, and I've spent more of my life working in solitary, writing poetry or painting or drawing than I have in the public eye. And when I stopped working in the public eye in 1979, I really perceived that I had said everything that I could say until I learned some new things and evolved more as a human being. I was now, you know, one of the people who was scrubbing floors and, you know, taking care of babies and washing diapers and tending to, the sick and also studying. And it was good for me. I mean, I was actually happy, but it was very hard. It wasn't easy. Raising children is not easy. Keeping a family together is not easy. And certainly losing the father of one's children is not easy. In my Blakey year, I was so disposed for the mission yet unclear, advancing pole by pole. Après la mort tragique de Fred Smith au milieu des années 90, elle reforme le Patti Smith Group. Depuis, elle enchaîne concerts et albums. Même si en apparence sa musique reste la même, avec le temps elle a beaucoup gagné en profondeur. Si dans les années 70 ses modèles étaient Bob Dylan et Keith Richards, elle tire maintenant davantage son inspiration du grand poète et peintre anglais du 19e siècle, William Blake. William Blake is indeed, as Jean Genet would say, one of our sacred bums of art. So he is honored in the song My Blakean Year, and hopefully, you know, by the way, you know, I try to conduct myself, and I do have various projects that I'm working on with his work and him in mind. Aujourd'hui, Patty a un fils adolescent qui joue de la guitare dans un groupe de rock de Détroit et une fille qui joue du piano sur le nouvel album de sa mère, Trumpin. Mais être une mère ne l'empêche pas de partir en tournée cet été. Elle fera une série de concerts aux États-Unis et tâchera de convaincre ses compatriotes d'évincer George Bush et d'en finir avec cette terrible guerre. We're going to tour in Europe in July, all of July, some of June. But then I'm going to tour in America. And I think it's very important to be touring this album in the election year. And also because we want to set up booths for voter registration and really try to inspire the people to get out there and vote. If you see things around you, unjust, unclean, and need change, don't sit on your ass. Use your voice. Take it to the streets. And it's election year.
Voilà, Tramping, donc c'est le dernier album de Patti Smith. Merci Vincent d'être venu nous voir, ça nous fait extrêmement plaisir. On va montrer 2 ou 3 choses. Ça, c'était la couverture la plus célèbre de l'album le plus célèbre de Patti Smith. Forces, c'est un catalogue, en fait, une exposition qui s'appelait Heavy, montée par A Life à New York, et donc qui a repris 56 pochettes de musique, donc Patti Smith, par des artistes contemporains du graffiti, du graphisme. Voilà. Pour finir, le best-of de Patti Smith, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, tous ces morceaux de 75 à 2000, voilà, Patti Smith, le best-of. Le voici, je vais l'offrir à Vincent. On va terminer l'émission avec les Vampas, et donc la chanson qui, vous savez qu'ils ont 20 ans de carrière, mais c'est une des chansons qui a marqué donc ces derniers mois, puisque c'est cette chanson qui s'appelle Manu Chao, les Vampas, avec Didier sur la scène de Trafic. Dans les champs de blé, on ferme doucement les yeux, laisse-moi te chanter. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances, au moins jusqu'à Pabou. Si j'avais le compte en banque que Louise Attaque, je partirais en vacances, au moins jusqu'à Pâques. Moi aussi si je pouvais, j'irais bien jusqu'au Mexique, boire de la tequila avec votre carbone en Marcos. Et j'ai encore au moins 5 hectares à labourer, j'irais monter sur mon tracteur et je chante pour donner du cœur. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous les potos. Si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, au moins jusqu'à Pâques, mais j'ai pas un beau chapeau comme Manu Chao. Et j'irai en vacances seulement à Solo, mais j'ai pas de la classe comme Didier en face. Je peux pas prendre les vacances, je lave avec mes vaches. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, partirais en vacances. Au moins jusqu'à